Quand on parle de troubles de l'érection, c'est facile de se sentir un peu perdu face à toutes les options qui existent. Aujourd'hui, on va mettre de l'ordre dans tout ça. On va grimper ensemble ce qu'on pourrait appeler l'échelle des traitements, en partant de la base jusqu'aux solutions les plus pointues. C'est parti. Pour que ce soit bien concret, partons d'un cas réel. Imaginez un homme de 70 ans, il a déjà essayé pas mal de choses, les pilules, les pompes, même les ondes de choc, mais sans vraiment de succès. La question c'est, que lui reste-t-il comme possibilité ? C'est cette interrogation qui va nous guider. Bon, avant de sauter sur les solutions, il faut qu'on comprenne bien le problème à la base. Le plus souvent, surtout en prenant de l'âge, les soucis d'érection, c'est avant tout une histoire de plomberie, si on peut dire. Et le coupable numéro 1, c'est quasi toujours la circulation du sang. En fait, c'est assez simple. Il faut voir les vaisseaux sanguins comme des tuyaux. Si le débit est faible, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Ce problème de circulation, qu'on appelle vasculaire, c'est vraiment la clé de tout. Et c'est justement pour ça que la toute première marche de notre échelle, ce n'est pas un médicament. On commence donc par le tout début. La base de la base, le socle de tout, la santé en général. Pour l'instant, on oublie les pilules. Tout commence avec le cœur et les artères. C'est la première étape et c'est sans doute la plus importante de toutes. Franchement, cette phrase, elle résume absolument tout. C'est LA vérité fondamentale à retenir. Penser à sa santé érectile, c'est d'abord et avant tout penser à sa santé cardiovasculaire. C'est la fondation et elle n'est pas négociable. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire de connaître ces chiffres, le cholestérol, la tension, le sucre dans le sang. Mais ça veut aussi et surtout dire de jeter un œil à ce qu'il y a dans son assiette et de se bouger un peu. C'est ce travail d'au fond qui va préparer le terrain pour tout le reste. Et si on a besoin d'un objectif clair, le voici. 150. 150 minutes d'exercice par semaine. C'est à partir de ce seuil qu'on commence vraiment à relancer la machine et à améliorer la circulation sanguine partout. C'est un objectif accessible et les bénéfices peuvent être vraiment surprenants. Voilà, une fois que cette base de santé est bien en place, là on peut commencer à monter d'un cran sur notre échelle. On passe maintenant aux traitements les plus connus, ceux que les médecins proposent généralement en premier lieu. Donc là, on a principalement 3 grandes options. Il y a bien sûr les fameuses pilules qui agissent comme un petit coup de pouce temporaire pour augmenter le flux sanguin. Ensuite, la pompe à vide, c'est une solution purement mécanique. Faut prendre le coup de main, c'est vrai, mais ça marche. Et enfin, les ondes de choc. Une approche plus récente qui vise à régénérer les vaisseaux sanguins de l'intérieur et qui est surtout intéressante pour les cas légers à modérés. Allez, on continue de grimper. Quand les options de base ne suffisent plus ou qu'elles ne conviennent pas, il existe des traitements plus directs. On entre ici dans le monde des injections localisées. Alors, je sais, le mot injection à cet endroit précis, ça peut faire un peu tiquer. Mais franchement, il faut vraiment dédramatiser. L'aiguille est minuscule, vraiment très fine, et l'injection se fait directement là où il faut. La plupart des hommes qui l'utilisent sont surpris de voir à quel point c'est peu ou pas douloureux. L'énorme avantage, c'est que l'action est ultra ciblée et souvent très très efficace. Ici, la clé, le mot d'ordre, c'est d'y aller tout doucement. On ne commence jamais fort. On démarre avec une toute petite dose pour voir la réaction. Si ce n'est pas suffisant, on augmente un peu la fois d'après. Attention, bien la fois suivante, jamais le même jour. C'est un dialogue qui s'installe avec son corps, en collaboration avec le médecin, pour trouver le dosage parfait. Et là, attention, il y a un avertissement hyper important à connaître. Le principal risque, si la dose est trop forte, c'est ce qu'on appelle le priapisme. Une érection qui dure plus de 4 heures, ce n'est pas un bon signe. C'est une urgence médicale absolue. Le sang qui stagne peut abîmer les tissus de façon permanente. Si ça arrive, c'est direction les urgences sans la moindre hésitation. Et maintenant, une option, disons, assez inattendue. Le Botox. Oui, vous avez bien entendu, le même produit qu'on utilise pour les rides. L'idée, c'est d'utiliser son effet relaxant sur les muscles lisses à l'intérieur du pénis. En les détendant complètement, on ouvre en grand les vannes, ce qui permet au sang de s'engouffrer beaucoup plus facilement. C'est encore au stade expérimental, mais les premiers résultats sont vraiment fascinants. Et regardez un peu ces chiffres. Pour des cas tellement sévères que la seule option qui restait était la chirurgie, on a quand même 30% des participants qui ont vu une amélioration. C'est énorme! Et ça monte à 50% pour les cas modérés et même 90% pour les cas légers. Alors on en est encore au stade de la recherche, mais c'est une piste qui est clairement très très prometteuse. Bon, nous voilà arrivés tout en haut de notre échelle. Là, on aborde les solutions de dernier recours, celles qu'on envisage pour les cas les plus résistants, quand vraiment rien d'autre n'a fonctionné. Tout en haut, on a en gros 2 grandes directions. D'un côté, il y a ce qui est peut-être l'avenir, les thérapies régénératives, comme les injections de PRP ou les cellules souches. C'est très prometteur sur le papier, mais on manque encore de preuves solides de leur efficacité à grande échelle. Et de l'autre côté, on a la solution mécanique, éprouvée et fiable, l'implant pénien. Bien sûr, c'est une opération chirurgicale, mais ça offre une solution définitive. Et voilà, on a fait le tour. Mais pour finir, j'ai envie de poser une question un peu différente, qui va au-delà de la pure biologie. On a grimpé toute cette échelle de traitement, mais
Et si le plus grand des défis n'était pas dans le corps, mais dans la conversation? Et si le plus grand obstacle, finalement, c'était tout simplement d'oser en parler, de briser le silence? Je vous laisse avec cette réflexion.